Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Il y a de tout chez Nereia Éditions, des hommes, des femmes, des romanciers, des dessinateurs, des historiens, des poètes, un grand voyageur. Il y a aussi une conteuse, et ça tombe parfaitement bien, puisqu'aujourd'hui il y a un conte au menu. Un conte bien cruel et bien amoral, dans la veine des frères Grimm. Mais là, je ne vous apprends rien, n'en déplaise de l'ami Disney. Aucun conte n'a jamais été écrit pour les enfants. Il a fallu attendre le XVIIe siècle et Charles Perrault pour qu'enfin apparaisse la phrase magique « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». D'habitude, les enfants, on les faisait rôtir, ou on les oubliait en forêt, au choix. On découpait aussi les sirènes. Et les marchands d'allumettes mouraient de froid dans l'indifférence générale. Ceci dit, je vous laisse en compagnie du vampire déprimé, du prince optimiste et de la princesse innocente. Il était une fois, dans une grande forêt, 3 châteaux. Un château de briques noires, un château de briques roses et un château de briques bleues. Les briques roses n'étaient pas vraiment des briques, mais des cubes de marshmallow cimentés avec du sirop de fraise. De même que les briques noires n'étaient que des crânes noircis unis par de la bile de crapaud. Les briques bleues, le croyez-vous, étaient vraiment ce qu'elles étaient censées être, de banales pièces d'argile peintes en bleu de Prusse. Vladimir était un très méchant vampire. Pour vous donner une idée de sa méchanceté, il avait limé ses crocs et, de ce fait, était obligé de s'y reprendre à plusieurs fois lorsqu'il mordait une victime. De plus, il mâchait du piment chinois avant de passer à l'acte. Tous les autres vampires avaient honte de lui. Mais tous le craignaient parce qu'il faisait partie d'une famille très influente. Son arrière-grand-mère était une descendante directe du comte Dracula. C'est elle qui s'était occupée des droits, un contrat inaliénable qui lui assurait un pini chaque fois qu'était imprimé ou cité le nom de son terrible aïeul, et cela jusqu'à la mort de son 7e descendant. Vladimir vivait en compagnie de Marcel, son majordome français, presque aussi méchant que lui, dans le château de briques noires. Dans le château de briques roses vivait Inocia, une belle, jeune princesse de sang royal, abandonnée par ses parents aux bons soins de sa marraine. Bien sûr, la marraine était un peu fée. Par contre, la princesse n'était plus vraiment ni très jeune, puisqu'elle approchait de la trentaine, ni très belle, avec sa peau desséchée, son strabisme, son acné tenace et son menton en galoche. C'est dans ces cas-là qu'on est heureux d'avoir une fée dans ses relations. Dans le château de briques bleues habitait Pétrus, un prince pas vraiment charmant qui conjuguait pustule et calvitie. De plus, il était petit et grandement édenté. Lui n'avait pas de parrain sorcier, ce qui lui était fort utile, mais il était d'un optimisme forcené. Peu lui importait sa laideur ou son haleine de bouc, il croyait fermement qu'un jour, la princesse Inocia tomberait dans ses bras à ce pâment d'amour. Vladimir aussi pensait qu'une nuit prochaine, il parviendrait à déjouer la surveillance de la marraine et que la belle tomberait dans ses bras pour se pâmer tout court. Il se délectait à l'avance de ce jeune sang coulant dans son gosier avec son arrière-goût de poivre.
gouillant à souhait, pendant que les ultimes cris de souffrance de la belle réjouiraient ses oreilles. Inocia ne rêvait pas, enfin, pas tous les jours. La fée lui avait fabriqué des jouets magiques pour distraire son existence. Un ours en fourrure qui répondait à toutes sortes de questions dans toutes les langues de la terre. Une boîte à bijoux qui ne se vidait jamais. Un fauteuil de soie qui racontait des histoires. Un oreiller de plumes qui distribuait des parfums. Un miroir qui effaçait les imperfections. Un cheval mécanique aussi rapide que le vent, qui ne vous faisait jamais tomber. Toutes sortes de choses merveilleuses qui avaient charmé son enfance et aidé la petite fille à oublier sa solitude. Mais, arrivée à l'adolescence, la princesse prit moins de plaisir à écouter les histoires du fauteuil, interroger l'ours ou chevaucher le cheval, devenu trop petit. Alors, sa marraine la fée lui offrit un pyjama rêve rose tissé en marshmallow. Il lui suffisait de l'enfiler pour sentir les bras d'un jeune prince très beau lui en serrer la taille et la hisser sur son grand destrier blanc. Il partait alors au grand galop, pendant qu'il lui murmurait des poèmes d'amour et que ses lèvres, douces comme le duvet d'un poussin, déposaient des baisers derrière son oreille. La jeune fille se sentait fondre et son cœur battait jusqu'à l'extase. Malheureusement, le pyjama-rêve ne fonctionnait que la nuit. Le porter pendant la journée ne servait à rien. Au mieux, il était confortable, mais se promener dans cette tenue était ridicule, puisque ses armoires magiques, elles aussi, étaient pleines de tenues magnifiques dont la plus simple était brodée de diamants d'or. Alors, la jeune fille se mit à s'étioler et broyer du noir, à se sentir inutile dans ce château désert, à ruminer son désespoir, à maudire ses parents qui la privaient des bals de la cour et des chasses où elle aurait pu rencontrer moult gentils cavaliers, prêts à tout pour lui baiser un orteil ou lui tenir la main. Vladimir aussi était malheureux. Dépité par toutes ses tentatives pour approcher le château de Brique-Rose, toutes couronnées d'échecs. Au mieux, avait-il aperçu sa proie déambulant parmi les lys et les magnolias en pyjama rose. Cette tenue de nuit portée au grand soleil avait égaré ses sens au point de le rendre presque imprudent. Il s'en était fallu de peu qu'il ne se jette sur les épines acérées des ronces défendant le jardin. Il était retourné dans son château de briques noires, encore plus dépité, l'âme en peine et le cœur brisé. De désespoir, il avait réaffûté ses crocs, au point de les rendre aussi pointus que la plus mince des aiguilles. Il avait jeté au feu sa provision de piments chinois et de poivre des Indes. Il avait même réprimandé son majordome parce qu'il s'était montré méchant avec un des rats qui dévastait les provisions. Le pauvre vampire, pourtant très méchant, était devenu la risée de ses confrères qui se gaussaient de lui, l'appelant Vladimir vend mieux, dans son dos bien sûr. Pétrus, l'hôte du château de Briquebleu, se lassait également de voir toutes ces lettres à Inocia revenir non décachetées. Il imaginait néanmoins que la belle les avait touchées. Alors, il humait le papier à la recherche de la moindre parcelle de parfum. Son optimisme lui permettait d'y trouver quelques fragrances féminines et cela suffisait à son bonheur. Il prenait alors son plus beau papier de Toscane, sa meilleure plume de Géline, les plus agiles, sa précieuse encre d'Arabie, et déclinait d'élégants sonnets vantant la beauté de sa douce princesse. Puis, il cachetait la lettre à la cire bleue, sonnait son plus beau page, lui ordonnait de revêtir son plus bel habit d'apparat et le dépêchait au château de Brique-Rose. Puis, lorsque le page revenait dépité, il le pressait de questions pour savoir ce qu'avait dit la belle, comment et à quel endroit elle avait touché le pli.
De quelle couleur était sa robe? De quel velouté étaient ses mains? Comment le soleil miroitait-il dans sa chevelure? Le pauvre garçon, qui n'avait jamais vu la jeune fille, ni même franchi la porte, en était quitte pour mentir. Inventer la princesse, faire humer son parfum, faire connaître le grain de sa peau, faire entrevoir quelques replis secrets de la chair. Alors, Pétrus reprenait espoir et se remettait à son écritoire pendant que les lettres non ouvertes couvraient le plancher tout autour de son fauteuil de drap bleu. Hélas, ce que Pétrus ignorait, c'est que sa Dulcinée n'avait jamais appris à lire et écrire, et, de ce fait, ne pouvait décemment recevoir ses lettres sans jamais pouvoir y répondre. C'est donc en vain que le prince pas charmant envoyait ses missives à la dame de ses pensées. Bien sûr, la marraine aurait sans doute pu, d'un coup de baguette magique, apprendre les lettres et les chiffres à sa filleule, et, qui sait, la faire poétesse ou savante. Mais la fée n'y avait jamais pensé. Un beau matin, l'adolescente qui était devenue jeune fille eut ses premiers désirs de femme. Pas des moins conséquents, mais une sourde angoisse que le pigeon rêve ne parvenait plus à apaiser. Alors, elle demanda à sa marraine d'ouvrir une brèche dans la muraille de ronces qui cernait le domaine afin qu'elle puisse visiter la forêt alentour pour, prétexta-t-elle, connaître toutes les espèces de plantes et toutes les espèces d'oiseaux. La fée se doutait bien que cette prétendue soif de découverte bucolique cachait autre chose. Elle en avait entrevu les réelles raisons, mais que pouvait-elle objecter? Elle-même commençait à s'ennuyer dans le château de Briquerose, surtout depuis qu'elle avait revu, dans sa boule de cristal, un de ses anciens amants, devenu veuf à la suite d'une tragique expérience. Elle donna donc à Inocia une clé magique capable de lui laisser franchir les ronces sans dommage. De toute façon, à presque 30 printemps, il était temps pour la jeune fille de découvrir d'autres horizons et d'autres plaisirs, ou des plaisirs si cela devait arriver. Inocia enfila une tenue de velours pour le voyage, mit une robe de soie bleue, une robe d'organdi rose, une robe de laine jaune et sa délicate chemise de batiste ornée de dentelle pourpre dans un coffre magique. Elle y jeta aussi un chapeau, un manteau épais, un manteau léger, une couverture épaisse, une couverture légère, 4 paires d'escarpins, 2 paires de bottes, 4 livres d'images, une Bible magique qui récitait les psaumes et les oraisons quand on l'ouvrait. Elle prit, dans la cuisine, un pain de 4 livres, à peine entamé, un rôti de veau où il manquait 2 tranches, une meule de fromage, une pinte de vin gris, une pinte de vin rouge, un plat d'argent, une assiette de porcelaine fine, un verre de cristal, une cuillère et un couteau d'or. Elle en fit un ballot à l'aide d'une nappe de damas qu'elle posa sur les vêtements. Le coffre, qui grandissait au fur et à mesure de la charge, était devenu énorme. Fort heureusement, il n'était point besoin de le porter, juste de le pousser du bout de la botte ou de la canne. Ayant dépassé la barrière de ronces, Inocia se trouva à la croisée de 4 chemins. Celui dont elle venait, celui qui conduisait au château de Briquebleu, celui qui menait au château de Briquenoir, et un autre pavé de briques jaunes dont la destination était mystérieuse. Elle n'avait nulle envie de rencontrer le méchant vampire, et encore moins le prince obséquieux dégoulinant de poésie. La jeune fille poussa la malle sur le chemin de briques jaunes en se demandant pourquoi
Elle aurait aimé avoir un petit chien blanc à ses côtés. Le sentier serpentait à travers les arbres et les arbustes, épousant le terrain, évitant les monticules, contournant les massifs de fleurs, se jouant de la géographie comme l'eût fait un jeune chaton à la poursuite d'un papillon. Dans la première clairière, Inosia se sentit affamée. Elle sortit ses provisions de la malle, coupa une tranche de viande, un morceau de pain et poussa le tout d'une demi-pinte de vin gris. Oh, elle se sentit rassasiée, mais si lasse qu'elle décida qu'une petite sieste s'imposait. Elle déplia la couverture épaisse à l'ombre d'un aulne, dégrafa sa tenue de velours pour mieux respirer et se couvrit de la couverture légère. Le soleil était encore haut, des oiseaux donnaient un concert dans la futaie et une troupe d'écureuils contemplait le curieux équipage. La jeune fille s'endormit dès que sa tête se posa sur le sol. Elle n'eut pas à regretter de n'avoir pris son pige à rêve, car l'air tiède, le chant des oiseaux ou les pas menus des écureuils firent merveille. Elle vit un beau prince vêtu de brocart qui s'étendait sur la couverture épaisse et se glissait sous la couverture légère, communiquant une douce chaleur de son corps. Une main tiède et caressante se posant sur son habit près des lacets qu'elle avait dénoués sur sa gorge. Le cœur battant, elle se voyait implorant le doux prince de pousser son avantage. Le bout des doigts, déjà, était sur sa chair nue. Hélas, ce n'étaient pas des doigts, mais des griffes. Le prince était couvert de fourrure et sa bouche devenait gueule au croc acéré. Néanmoins, quelque part au fond d'elle, le désir le disputait à la peur. Heureusement, les poils fondaient pour faire place à la peau douce et la gueule redevenait bouche avide de baisers. Et, ô merveille, plus d'habits de brocart après la métamorphose. L'homme était nu contre elle, mais elle n'osait tourner la tête ni avancer la main pour se délecter de ce prodige. Les lèvres se posaient dans son cou et une morsure aussi brûlante qu'un baiser prenait sa vie alors qu'elle était prête à donner plus encore. Elle s'éveilla un peu déçue de n'avoir point achevé son rêve comme elle le souhaitait. Peut-être s'était-elle montrée trop prude pour le doux prince. Le souvenir d'un baiser brûlant avait laissé une trace dans son cou qu'elle attribua à un écureuil trop curieux. Elle grignota un peu de pain et de fromage et but la pinte de vin rouge. Elle se sentait un peu grise. Le vent tiède et le soleil mutin jouaient sur sa gorge blanche. Elle resserra les lacets par besoin de convenance, mais en déplorant qu'aucun hôte de cette forêt n'ait pu voir ses appâts, si l'on accepte le fantôme du beau prince. Elle referma la malle et la poussa sur la voie de briques jaunes. Le ciel était rouge lorsqu'elle décida de s'arrêter pour la nuit. Un petit monticule plat, garni d'herbes épaisses, à l'ombre d'un chêne noueux, lui parut convenir pour la nuit. Elle déploya sa couverture épaisse et se cacha sous la couverture légère le temps d'enfiler sa délicate chemise de batiste, ornée de dentelles pourpres à la place de sa tenue de velours. Ceci fait, elle se trouva assez sereine pour poser sa tête et plonger dans un nouveau rêve. Cette fois, point de presse en brocart à la bouche en cœur. Ce fut un loup gigantesque qui se coula sous la couverture légère. Un loup aux dents luisantes de sang de sa dernière victime. Un loup à la fourrure ardente qui lacéra la délicate chemise du cou au ventre d'une griffe fébrile. Inosia craignit pour sa peau délicate, mais la griffe ne laissa qu'un mince sillon rouge. Ce forfait accompli, le loup redevint homme. Un homme ordinaire, chauve et bedonnant à la laine chargée de relents de volaille et de cèpes. Des mains courtes et moites palpèrent son corps, mais n'en tira aucune fébrilité, ni aucun plaisir. Puis les mains disparurent et il ne resta à la jeune fille qu'un grand vide
et une sensation de froid de son ventre à sa poitrine, elle s'endormit dans ses haillons, déplorant tout autant la perte de sa chemise de batiste que le manque d'enthousiasme de son visiteur. Au matin, les oiseaux l'éveillèrent. La couverture légère avait volé loin de sa couche, mais fort heureusement pour sa pudeur, la délicate chemise à dentelle pourpre s'était miraculeusement recousue, à moins que le dramatique coup de griffe nocturne ne fût qu'illusion. Elle décida de jeter par-dessus les moulins les convenances et la bienséance, passa la chemise au-dessus de sa tête et fit un tour sur elle-même avant d'enfiler sa tenue de voyage, en espérant qu'un de ses prétendants nocturnes, loup sanglant, vampire délicat ou prince aux mains moites, se montre au grand jour. Mais il n'y eut que les oiseaux et les écureuils curieux pour l'observer dans sa tenue de naissance. Elle dévora le reste de viande, déchirant les morceaux à pleines dents. Elle engloutit la moitié de la miche de pain, le reste du fromage, et vida d'un trait la pinte de vin gris et celle de rouge. Elle eut un hoquet qui se termina en rose sonore. Les oiseaux les plus proches s'envolèrent et les écureuils s'égayèrent dans les sous-bois. C'est le ventre lourd et en titubant un peu qu'elle poussa son coffre magique sur la route pavée de jaune, vers sa demeure cette fois. Si le reste de l'aventure devait ressembler à ses rêves précédents, elle préférait retourner auprès de sa marraine, qui saurait peut-être inventer un objet magique permettant de conduire ses rêves dans le bon chemin et surtout au bout de celui-ci. Elle avança si vite cette fois qu'elle parvint à la croisée des sentiers au moment où le soleil achevait son orbe en des mauves turgescents. Elle pensa alors à la clé magique permettant de franchir les ronces barrant le chemin rose. Elle fouilla sa minaudière, n'y trouvant que le miroir magique, un mouchoir de soie, une amulette contre les boutons disgracieux et une autre contre les cheveux gras. Elle explora les replis de sa robe, l'ourlet, la ceinture, les paniers, en vain. Elle retira du coffre magique la robe de soie bleue, la robe d'organdi rose, la robe de laine jaune et la délicate chemise de batiste ornée de dentelle pourpre. Elle sortit aussi son chapeau, son manteau épais, son manteau léger, sa couverture épaisse, sa couverture légère, ses 4 paires d'escarpins, ses 2 paires de bottes, ses 4 livres d'images, sa Bible magique qui récite les psaumes et les oraisons quand on l'ouvre. Il ne resta plus que le flacon de vin gris, le flacon de vin rouge, tout de vide, le plat d'argent, l'assiette de porcelaine fine, le verre de cristal, la cuillère et le couteau d'or, enveloppés dans la nappe de Damas. Inocia secoua tous ses bagages. Ce fut peine perdue. Elle s'impatienta, tapa du pied, poussa des cris qui effrayèrent oiseaux et écureuils. Puis, elle s'assit dans la poussière au milieu de ses effets et pleura. De vraies larmes de peine coulèrent de ses yeux louchons jusqu'à son menton en galoche, avant de s'épancher sur les pavés de briques multicolores. « Au secours! J'ai besoin d'amour !» Ce n'était pas un appel de colère ou de frustration de petite fille trop gâtée, mais un véritable cri de désespoir. Les oiseaux et les écureuils se rapprochèrent jusqu'à former un petit cour cherchant à la consoler. « Au secours! J'ai besoin d'amour !» Alors, comme par miracle, de chacun des points cardinaux, en vint vers elle. D'abord, un grand loup à fourrure jaune, aux dents luisantes de sang de sa dernière victime. Puis, le vampire,
tout vêtu de noir au croc acéré. Puis le prince bleu, suant sur son âme d'apparat. Enfin survint sa marraine, accompagnée de son fiancé, sublime dans un habit couleur bouton de rose. Chacun et chacune se précipita vers la pauvre princesse désespérée pour la consoler. Point n'est besoin de réconfort ou de compassion, sanglota-t-elle, seulement d'amour. Tous se trouvèrent interloqués et impuissants. Mais, princesse, nous vous aimons. La jeune fille se redressa, les yeux encore humides. Mais il n'est point question de cet amour-là. Il est question de l'amour vrai, celui qui fait vibrer le corps et l'âme. L'amour qui consume le ventre et dresse la chair, l'amour qui dévore le cœur et corrompt l'esprit. Avez-vous de cet amour-là à m'offrir ? Le prince bleu se jeta à ses pieds. « Souffrez, gentes dames, que j'offre mon cœur infâme. Point n'est besoin de poésie, monsieur. » Le vampire enlaça la belle et posa ses lèvres d'incarnat sur la bouche de Rose. « Voici qui est mieux, mais qui pue trop la charogne. Demandez donc un élixir à ma marraine. » Alors, le fiancé s'approcha d'elle, recueillit au bout de son doigt l'ultime larme qui transforma en diamant. Il traça dans l'air un petit cercle qui devint un anneau et passa au doigt de la jeune fille cette bague scintillante. La marraine se récria que c'était une infamie, qu'elle avait choisi cet homme bien avant cette princesse de pacotille aussi laide qu'opportuniste, et que, s'il suffisait de s'asseoir au milieu du chemin et déballer ses malles pour trouver un mari, il ne serait bientôt plus possible de circuler dans le pays. C'est alors que survint un grand vacarme qui fit fuir tous les animaux amusés par la scénette. C'était le roi, la reine et toute la cour, précédés de héros, de cavaliers et d'un orchestre de chambre juché sur un char à banc, qui venait impromptu rendre visite à la princesse. Le vampire noir, le prince bleu, le fiancé et la marraine s'inclinèrent devant les souverains. « Oh là, gentes dames et gentils messieurs, serait-ce là épousailles de mon sang que vous célébrez au milieu des routes et hors de ma présence ?» La princesse s'inclina à son tour. « Que nenni, sire, ces messieurs s'essayaient à me séduire. Il est vrai que le dernier a su ravir mon cœur, mais qu'il est, hélas, déjà promis. Et à qui de plus important que ma fille est-il réservé ? À ma marraine, sire, qui est puissante, ensorceleuse, et ma nourrice depuis toujours. » Le roi gratta sa barbe. « Cela mérite en effet réflexion. Spolier une ensorceleuse n'est point mince affaire. » Le fiancé s'approcha de la princesse et s'inclina devant le roi. « Sire, je suis également ensorceleur, et vous m'obligeriez, en m'accordant la main de votre fille, que je suis seul à pouvoir sauver de la mélancolie. Elle n'est point aussi belle, ni accorte qu'elle devait être. En cela aussi, je puis l'aider. Certes, voici une proposition qui m'agrée, mais il reste la promesse que vous fîtes à une autre, qui se trouve être une dame de ma maison, et à qui je compte bien rendre justice. » Le fiancé s'inclina de plus belle. « C'est tout à votre honneur, sire, et je loue votre sens de l'équité. Toutefois, il se trouve que la dame de mes pensées est elle aussi de votre maison et bien plus proche, selon moi. À elle aussi, vous devez justice. » Le roi réfléchit, consulta la reine, puis proclama. « Aujourd'hui, j'ordonne que ma fille, la princesse Inocia, soit fiancée avec le plus éminent des ensorceleurs. J'ordonne que quiconque qui s'y opposera sera mis à mort. Qu'on se le dise, que les réjouissances commencent. » Alors, la marraine en colère s'éleva dans les airs et se transforma en dragon rose. Avant que tous soient revenus de leur surprise, elle avait dévoré le vampire noir, le prince bleu et une partie de l'orchestre de chambre. Le fiancé leva sa baguette et prononça une formule magique qui transforma le dragon en chaton rose, qu'il offrit à sa promise.
et transforma également le loup, qui s'attaquait au reste des musiciens, en petit chien blanc. Les musiciens survivants saluèrent cette performance en entonnant un hymne à sa gloire. Le cortège royal se dirigea vers le château de Briquerose pour célébrer les noces. Et qu'en est-il de Marcel, le majordome français, presque aussi méchant que le vampire, demanderez-vous? Eh bien, il fait le ménage dans le château de Briquenoire, du lundi au jeudi, et dans le château de Briquebleu, les autres jours. Et, en attendant de nouveaux propriétaires, il affûte ses dents et fait provision de piments chinois. C'était Le vampire déprimé, Le prince optimiste et la princesse innocente. Une pièce radiophonique de Rémi Devor avec la conteuse Sylvie Leblanc. Le scénario et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur, bruitage, mixage et mise en boîte RDB-com. C'est une coproduction RCN et des rééditions. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retourner au boulot, vous rallumez la télé, vous continuez à écouter le son de la différence sur RCN 90.7. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Neria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le 4e samedi, toujours à 17h, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.